Alors, pour l'analyse américaine, je me tourne ce dimanche vers Antoine Yoshinaka. Bonjour, Monsieur Yoshinaka. Bonjour. Alors, Donald Trump, encore dans les dernières heures, a surpris avec une publication sur son réseau social, Truth Social, en disant qu'il veut, lorsqu'il sera à la tête, après son assermentation, reprendre le contrôle du canal de Panama. Il dit que les droits de passage sont trop élevés pour les navires américains. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Ça s'inscrit un peu dans sa stratégie lorsqu'il négocie avec des pays. On s'en souviendra, il y a quelques années, il parlait d'annexer, je pense que c'était le Groenland à ce moment-là. On a parlé très récemment du Canada comme 51e État. Donc, je pense qu'il faut prendre ça un peu avec un grain de sel. Ceci dit, bon, le canal de Panama, c'est un endroit qui a une très grande importance au niveau de la géopolitique et de l'économie américaine. Donc, j'imagine qu'il fait ça un peu pour peut-être forcer la main du Panama qui administre cette région-là. Ceci dit, je pense que je ne penserais pas qu'on est à la veille de ramener, si vous voulez, le canal du Panama sous le giron américain. Mais ça fait un peu partie de sa stratégie d'intimider, si vous voulez, de forcer la main à son adversaire. Voilà, oui, c'est ça. Ça fait partie de... Ça donne une idée, encore une fois, de ses grandes orientations aussi à partir du 20 janvier. Bon, là, il y a le milliardaire et acolyte de Donald Trump, Elon Musk, qui ne se gêne pas pour se mêler des politiques étrangères. Il a profité de ce qui s'est passé dans un marché de Noël en Allemagne pour insulter le chancelier allemand, demande sa démission même. Quelques heures avant la tragédie, il donnait son soutien à l'extrême droite en Allemagne. Alors, est-ce que vous pensez que par ses prises de position comme ça, il pourrait apporter des problèmes à la présidence américaine? Oui, écoutez, on l'a vu dans les derniers mois, il apporte un genre de soutien à des partis d'extrême droite, que ce soit en Allemagne, on l'a vu au Royaume-Uni, on l'a vu en Italie aussi. Je pense qu'il y a des intérêts économiques là-dedans. Là, pour l'instant, on l'associe beaucoup avec Donald Trump. Il va avec Donald Trump, d'ailleurs, lorsqu'il est allé en France avec lui. Il a participé à des appels avec Vladimir Zelensky. Je ne suis pas sûr que cette relation-là va nécessairement continuer de la sorte. Je pense qu'il y a une certaine lune de miel là, en ce moment. Ça risque peut-être de ne pas procéder ainsi lors de la présidence de Donald Trump parce que je pense qu'il y a ses intérêts à lui qui ne sont pas toujours alignés avec les intérêts des États-Unis, les intérêts économiques. Il y a par exemple, même avec la Chine, il y a des Tesla qui sont construites là-bas. Donc, mais pour l'instant, il est très proche de Donald Trump. Disons que ces déclarations, bon, il appuie les mêmes partis que Donald Trump et que les républicains ont tendance à appuyer, les partis plus populistes, plus de droite, que ce soit, comme je le disais tantôt, en Allemagne, bon, on l'a vu en Hongrie aussi avec le leader là-bas. Donc, pour l'instant, ils sont jumelés, mais je ne suis pas sûr que ça va être ainsi durant les 4 années de la présidence. Oui, c'est ça. Oui, parce que là, cette semaine, il y a eu aussi le risque de paralysie budgétaire aux États-Unis. En fait, il y avait eu un texte sur lequel les démocrates et les républicains s'entendaient au début de la semaine, mais justement, c'est Elon Musk et Donald Trump qui ont fait pression pour que ça ne soit pas adopté. Là, finalement, bon, une extrémiste, ça s'est réglé hier. Mais quand même, qu'est-ce que ça vous dit, ça, sur la façon dont le mandat de Donald Trump va se dérouler? Mais moi, ce que ça me dit, c'est que la politique au Congrès, c'est déjà compliqué en ce moment. Ça va l'être encore plus, dans une certaine mesure, à partir de janvier, parce que la majorité des républicains, disons en ce moment, elle va être encore plus courte à partir du mois de janvier. Et donc, des enjeux, comme on l'a vu cette semaine avec l'accord budgétaire, ça va être un autre enjeu qu'il va falloir encore tenter de le régler au printemps, et la question du plafond de la dette que Donald Trump a voulu tenter quand il s'est initié sur l'accord budgétaire, il voulait jumeler ça avec ce qu'on appelle soit une suspension ou un relèvement du plafond de la dette, qui est un enjeu qui est très difficile à gérer. Ça a été finalement enlevé à la dernière minute, comme vous le mentionnez, in extremis. Donc, on a débloqué les fonds nécessaires pour continuer d'opérer le gouvernement sans s'adresser à la question du plafond de la dette.
qu'on a reporté à plus tard. Et ça va être un des premiers enjeux qui va être à l'ordre du jour de la présidence de Donald Trump. Ça va être difficile à gérer, cette majorité républicaine très, très, très courte à partir du mois de janvier. Ça va être à surveiller parce qu'il pourrait y avoir une autre paralysie ou presque paralysie du gouvernement au printemps. Mais là, c'est ça, justement, on est à moins d'un mois de la sermentation de Donald Trump. Donc, on surveille beaucoup Joe Biden qui est en fin de parcours, les dernières décisions, justement, qu'il prend, son legs, etc. Joe Biden qui envisage de commuer les peines de dizaines de détenus qui sont en attente de la peine de mort. C'est une décision qui pourrait être rendue, même, on dit, d'ici Noël. Alors, quelles seraient les implications, selon vous, d'une telle décision de la part de M. Biden? Bien, c'est toujours très controversé. Il fait un peu comme ses prédécesseurs. Hein. Il offre des grâces, des commutations, des pardons un peu à gauche et à droite, ce qui est un peu assez controversé parce que c'est un des pouvoirs, c'est un pouvoir absolu qui est octroyé par la Constitution américaine. Donc, tous les présidents le font à la fin de leur mandat. Là, dans le cas que dont vous mentionnez, on parle d'une quarantaine, là, à peu près, de personnes qui ont été condamnées à la peine de mort. Mais depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, il y a un moratoire sur les exécutions, sur la peine de mort au niveau fédéral. Et la minute où Donald Trump retourne à la Maison-Blanche, ce moratoire-là, on s'imagine, va être levé et il va tenter de procéder avec les exécutions, avec la peine de mort, comme il l'avait fait lors de son premier mandat. Et donc, pour Joe Biden, c'est une opportunité aujourd'hui, d'ici la fin de son mandat, s'il décide, comme vous mentionnez, de commuer ces peines-là, il va les transformer en des peines de prison à vie. Eh bien, ça va enlever l'opportunité à Donald Trump de procéder avec les peines de mort. C'est un enjeu, évidemment, les démocrates qui sont beaucoup plus portés à vouloir tenter d'éliminer la peine de mort ou sinon de faire diminuer son impact. Donc, ça serait peut-être ça, sa stratégie d'ici le 20 janvier. Alors, à suivre, donc, cette décision qui pourrait être rendue dans les derniers jours. Puis on voit justement un petit peu l'esprit des fêtes derrière vous, Antoine Yoshinaka. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Puis je vous souhaite une excellente période des fêtes. À la prochaine. Joyeuses fêtes, au revoir. Au revoir.